Forvia a publié ses résultats financiers dernièrement, enfin il y a quelques jours, le 19 du mois de février. Si le marché n'a pas trop apprécié ces résultats-là, Forvia, c'est l'ancien Forcia. On avait déjà analysé cette compagnie il y a quelques temps ici. Elle semblait intéressante, mais n'oubliez pas également qu'elle fait partie, elle exerce dans un secteur très cyclique. Donc, quantitativement, ça pouvait être intéressant. Mais quand je suis revenu sur l'évaluation de cette compagnie, j'ai remarqué quelque chose au niveau de la dépense en capital. Et je vais avoir tendance à l'expliquer dans cette vidéo. Je vais d'abord lire cet article-ci. Et je rappelle ici que lisez vos rapports financiers, d'accord? Ici, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Je passe par l'article ici rapidement, ok? Donc, Forvia, l'équipementier automobile né en 2022 du rapprochement entre Forcia et l'industriel allemand ELA, a annoncé lundi viser une progression de ses ventes et de sa rentabilité en 2024 et lancer un nouveau plan de compétitivité en Europe après avoir publié des résultats proches de ses attentes et celles des analystes au titre de l'exercice 2023. Faites attention aux entreprises qui passent leur temps à lancer des plans. D'accord? Ça peut également être des effets d'annonce ici. Quand on lance un plan, il faut le respecter. Donc le précédent, est-ce qu'il a été respecté? Ou bien on s'en va sur un suivant? Je n'en sais rien. Moi, je parle juste comme ça. Je constate. Ce sont les questions que je me pose au fur et à mesure de la lecture de cet article-ci. Donc, pour l'exercice en cours, Forcia vise un chiffre d'affaires compris entre 27,5 milliards et 28,5 milliards d'euros. Le groupe anticipe également une marge opérationnelle située entre 5,6 et 6,4% et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à celui généré en 2023. Et j'ai un problème avec ce qu'on appelle le flux de trésorerie net ici. Donc, ici, c'est le free cash flow. Mais alors, la façon dont elle calcule son free cash flow, je pense qu'elle omet de mentionner certains éléments. Ce n'est pas que c'est illégal, mais ce qu'elle fait ici, ce n'est pas très juste également du point de vue pour les investisseurs. Donc, l'équipementier automobile compte par ailleurs lancer EU Forward, un projet s'étalant sur la période allant de 2024 à 2028 et visant à renforcer sa compétitivité en Europe. Face aux évolutions de ces marchés, Forvia doit prendre les mesures appropriées pour renforcer la compétitivité et l'agilité de ses opérations européennes et atteindre une rentabilité nettement supérieure, a indiqué le groupe. Ces mesures permettraient de rééquilibrer la contribution des différentes régions aux résultats opérationnels du groupe, réduisant ainsi la dépendance du groupe à la Chine, tout en poursuivant sa croissance dans cette région, a poursuivi Forvia. Grâce à la mise enfin, je pense que c'est en œuvre qu'on devait mettre ici, c'est en œuvre qu'on voulait mettre à ce niveau-ci. Bon, grâce à la mise en œuvre de ce projet, Forvia compte faire passer la marge opérationnelle de ses activités européennes de 2,5% en 2023 à 7% en 2028. Très ambitieux. Ce projet pourrait affecter jusqu'à 10 000 emplois sur la période de 5 ans et devrait entraîner une augmentation des coûts de restructuration. A également prévenu Forvia qui prévoit des économies d'environ 500 millions d'euros en base annuelle en 2028. Une année 2023 contrastée. Ces annonces interviennent alors que l'année 2023 est contrastée et marquée par des facteurs favorables tels que la croissance de la production automobile mondiale portée par une demande robuste et une amélioration progressive de la chaîne d'approvisionnement, mais pénalisée par une forte inflation des taux d'intérêt élevés et des variations de change défavorables, a indiqué le directeur général de Forcia. Donc, enfin, Forvia, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il bascule entre les deux ici. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de Forvia a progressé en 2023 de 10% à 27 milliards à périmètre et taux de change constant de ses ventes ont augmenté de 14%. L'industriel a dégagé un résultat opérationnel de 1,44 milliard d'euros l'année dernière en amélioration de 35,7% sur un an et représentant 5,3% des ventes contre un taux de 4,3% en 2022. Forvia a dégagé un bénéfice net de 222 millions d'euros en 2023 alors qu'il avait accusé une perte nette de 382 millions d'euros en 2022. Toujours vérifier si c'est ajusté. Ok, donc la forte augmentation du résultat opérationnel a permis à Forvia d'améliorer significativement sa génération de trésorerie l'an passé. Son flux de trésorerie net a augmenté de 34% à 649 millions d'euros, représentant 2,4% ici des ventes. En conséquence, le ratio dette nette sur excédent but d'exploitation ajusté est à 2,1 au 31 décembre 2023 après 2,7 au 31 décembre 2022. Donc une amélioration à ce niveau-là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la dette nette a baissé ou bien c'est parce que l'EBITDA a augmenté? Ces résultats se situent relativement proches des objectifs formulés par le groupe, comme les attentes des analystes pour 2023. Forvia prévoyait un chiffre d'affaires compris entre 26 milliards et 27 milliards ici, une marge opérationnelle entre 5,2 et 6,2%. Le groupe anticipait également pour l'an passé un flux de trésorerie dépassant 1,5% ici du chiffre d'affaires et un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation entre 2 et 2,2.
Donc, selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 27 milliards et sur un résultat opérationnel de 1,35. Donc, une marge également de 5,5%. Si le conseil d'administration de Forvia proposera à l'Assemblée générale qui se tiendra le 30 mai le versement d'un dividende de 0,5 € ici, à payer en numéraire pour l'exercice 2023. Ok, parfait. Donc, allons regarder ici Forvia rapidement. Nous avons ici en date d'aujourd'hui 197 millions d'actions. D'accord? Si je dois payer ici un dividende de 0,5, ça veut dire ici que je vais gaspiller, entre parenthèses, une centaine de millions pour Forvia. Et mon problème pour cette compagnie, c'est au niveau des free cash flow. Bénéfice net ici représente combien? 227 millions, n'est-ce pas? C'est les dernières années. Free cash flow, on les met à près d'1 milliard ici. Quoique dans les rapports financiers, ils ont mentionné 600 millions. Et ce que je vais faire généralement, c'est aller dans ces rapports financiers-là. Et je vais aller à ce niveau. Cash flow. Je vais juste ici actualiser. Parce que je pense une chose, et vous pouvez aller lire les rapports financiers qu'elle a publiés. Mon problème est au niveau et à ce niveau. Le cash flow opérationnel en question, quand on prend ici cash flow opérationnel moins dépenses en capital pour les éléments, pour les actifs fixes, ça nous donne à peu près 1 milliard et 100 millions par là. Quand vous faites ça, ce montant-ci, moins ce montant. 2023, ici, on n'a pas encore l'information, mais c'est juste pour vous montrer que précédemment, c'est comme ça qu'elle s'est comportée. Ça n'a pas trop changé aujourd'hui. OK? Vous remarquez une chose, c'est que dans dépenses en capital total, c'est 2 milliards 143 millions. Or, le free cash flow prend uniquement en considération la dépense en capital liée aux actifs fixes. Or, on a une dépense en capital ici liée à d'autres actifs, notamment ici des actifs intangibles. Et j'ai remarqué une chose, c'est que c'est une entreprise qui capitalise une partie, d'accord, de la recherche et développement. Donc, cette partie de la recherche et développement a tendance à gonfler les actifs de la compagnie en intangibles. Or, je pense que ce n'est pas très juste ici. Parce que si c'est la recherche et développement, il vaut mieux consommer tout ceci à ce niveau. D'accord? Au niveau de augmenter la recherche et développement à ce niveau. Or, mais si on augmente la recherche et développement, ça va diminuer, ça va baisser ici les bénéfices opérationnels. OK? Donc, on se retrouve ici avec ce genre de variation aussi. Parce que quand je reconstruis les rapports financiers, parce qu'il faut toujours reconstruire ces rapports financiers-là, je le mentionne toujours ici, il y a un livre que j'adore sur les free cash flow. Créatif, cash... C'est quoi cette merde-là? Créatif, cash flow. On va faire ça. Image. Si vous pouvez acheter ce livre, je mentionne toujours mes affaires comme ça dans le vide, hein. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire ici sur les free cash flow, comment reconstituer les cash flows. C'est l'une des parties les plus importantes pour moi quand je lis un rapport financier, c'est surtout les cash flows. Le bénéfice net, c'est bien, tout ça, mais s'il n'y a pas de free cash flow, il n'y a rien du tout. Parce que vous allez devoir augmenter la dette, vous allez devoir augmenter le nombre d'actions pour relancer, pour financer ici soit le dividende, soit le rachat d'actions, ou bien ici votre expansion. OK? Donc, c'est pour ça que je pense que par rapport à la première vidéo qu'on avait fait sur Forcia, vous avez remarqué, quand elle s'appelle encore Forcia, on avait pris les free cash flow. Or, je ne ferai pas la même erreur. C'est un élément que j'aurais pu remarquer également en lisant, en reconstituant les rapports financiers. Parce que quand je prends les agrégateurs ici, je constate, une fois que l'entreprise m'intéresse, ce qui n'est pas le cas pour Forcia, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse, je vais aller relire les rapports financiers, surtout la partie des états financiers, afin de reconstruire les free cash flow ici par rapport à ce que j'ai lu sur les agrégateurs. Et je pense que Zone Bourse également donne la même information. Ce n'est pas une erreur, mais c'est juste que l'entreprise ici fait exprès de présenter cette information de cette façon-là. Ça booste les free cash flow. Et je ne suis donc pas d'accord avec les free cash flow de Forcia, ce qui me pousse ici également à m'interroger sur les bénéfices nets. Donc, je vais avoir tendance aujourd'hui à normaliser déjà ces bénéfices nets-là. Première chose. Et
ça va me donner ceci en termes de ratio, parce que je vais prendre un ratio ici, parce que c'est une entreprise ici qui a fait une acquisition. On sous-entend que, bien sûr, je ne sais pas si ça sera le cas, qu'elle aura à peu près le même niveau de marge avec les deux entités combinées. Donc, quand je prends la moyenne des bénéfices nets sur les 10 dernières années, c'est 1,44%. 5 dernières années, c'est, disons, 1% ici. Donc, déjà, pour quelqu'un qui est intéressé par cette compagnie, c'est pourquoi est-ce qu'on a des marges de moins en moins élevées par rapport à 2019? Oui, on a parlé ici d'augmentation ici des coûts de production, etc. Donc, ça me montre également que ce n'est pas une entreprise qui a un pricing power. OK? Elle n'a peut-être pas de pricing power. Et pour moi, c'est déjà, c'est bon, c'est une note éliminatoire, on peut passer à autre chose. OK? Donc, pour mon évaluation, je vais être très conservateur ici. Quand je prends le revenu actuel, bon, le plus important pour moi, c'est est-ce qu'on va avoir le même niveau de revenu sur les années à venir? Il me semble qu'elle a tendance à avoir le même niveau de revenu ici. Mais je dois prendre également en considération, revenu, la croissance future. D'accord? Disons N+3. On s'attend à peu près à une trentaine de milliards. Je ne veux pas trop le chiffre exact. Une trentaine de milliards. Parce que je sais que c'est un business qui est difficilement prévisible. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, les années sont tendance à se tromper plus de 50% du temps. Donc, quand je vois déjà ça, moi, ça ne m'intéresse plus. Et ça, c'est même bénéfice net ajusté. Parce que si je prends les free cash flow, enfin, les free cash flow ici ne représentent pas la véritable rentabilité du business. On l'a déjà mentionné précédemment ici. Donc, je ne peux même pas faire confiance à ces EBITDA-là. D'accord? Parce que je trouve qu'en termes d'EBITDA, on devrait avoir ici une dépréciation soit plus élevée, enfin, une dépense en recherche et développement plus élevée que ça. Or, on capitalise une partie de ces recherches et développements-là. Peut-être que ça a de la valeur, hein, mais pour moi, en tant qu'investisseur, comment est-ce que je peux jauger la valeur de cette recherche et développement-là? D'accord? Parce que si ça a de la valeur, ça doit produire beaucoup d'argent. OK? Moi, je parle le langage du cash. Donc ici, c'est une trentaine de milliards. 1% de 30 milliards ici, ça représente combien? On est à peu près aux alentours ici de, voilà, 0,01. Je pense qu'on est aux alentours ici de 300 millions. 15 fois les bénéfices, parce que je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices ici. On sera à 4 milliards 500. Mais alors, quand on va enlever la dette nette, on va se retrouver sur un montant exagérément élevé, parce que la dette est tout simplement phénoménalement élevée. Même si on prend en considération l'EBITDA ici. Or, on ne repaye pas la dette avec l'EBITDA, hein. On paye la dette avec les free cash flow. OK? Oui, en EBITDA, vous avez 2,6. Ça veut dire ici que cette compagnie devrait améliorer sa rentabilité. D'accord? Peut-être ici environ 10 000 personnes et en faisant des économies de 500 millions d'euros, ça va avoir tendance à booster les bénéfices nets. Mais pour le moment ici, ce n'est pas ça qu'on reçoit et donc il faut être très prudent. Donc quand je prends ici le 1% en question, rappelez-vous, c'est 1% de marge nette, alors que par le passé, il a eu parfois des marges de 3%. Donc, si les marges tendent à augmenter ici, cet exercice sera totalement faux dans tous les cas de figure. Donc, mais on reste assez conservateur. Ce qui veut dire que si je prends 300 millions ici, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices quand je ne prends pas en considération la dette d'une entreprise. D'accord? Ça fait 3 milliards divisé par le nombre d'actions. On vérifie, est-ce qu'il augmente? Ce nombre d'actions augmente également. Bon, ça peut être dû à l'acquisition, etc. Mais je vais mettre ici divisé par 197 millions d'actions. Ça donne à peu près aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc pour moi, 15 euros, ça serait déjà correct. Mais maintenant, en termes d'allocation du capital, je veux voir le remboursement de la dette. Or, c'est une entreprise qui peut avoir à peu près du 300 millions par an. Donc, si elle prend 100 millions pour rembourser, pour payer un dividende, et 200 millions ici pour rachat d'actions ou bien pour le remboursement de la dette ici, on peut rembourser à peu près 1 milliard de dettes sur les 5 prochaines années. Tout va maintenant dépendre de comment est-ce qu'on a échelonné la dette dans le temps, les taux d'intérêt qu'on a sur cette dernière-là. Mais déjà, en voyant tous ces éléments-ci, c'est clairement une entreprise qui ne va pas m'intéresser. Évidemment, on peut regarder les actifs tangibles nets ici, histoire de voir si on a quelque chose ici à ce niveau. On a des actifs tangibles qui sont négatifs, donc techniquement ici, les actifs actifs tangibles moins passifs, ici, ça donne à peu près un élément négatif. Donc, on a plus de passifs ici que d'actifs. D'accord, pour le moment. Donc, Forvia, pour moi, c'est une quinzaine d'euros. Pourtant, la dernière fois, on était à 20 euros, ça semblait être intéressant, mais attention, ça prenait en considération 1 milliard ici de free cash flow. Or, ce n'est pas le cas. D'accord? Après reconstruction, ce n'est vraiment pas le cas.
Donc, n'oubliez jamais que sur les free cash, sur le cash flow également ici, il faut avoir tendance à vérifier pourquoi est-ce qu'on a des bénéfices nets plus élevés, des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. C'est qu'on aurait fait normalement si on avait regardé les rapports financiers au-delà des chiffres ici. Et comme je le remarque ici, quand je vois des free cash flow plus élevés que les net income, c'est la question que moi je vais toujours aller me poser. On a des free cash flow 5 fois plus élevés. Bref, pour moi, Forvia, elle est correctement évaluée avec les éléments actuels. Si elle dégage plus de bénéfices nets dans les années à venir, tant mieux. Mais voilà, je vais toujours vérifier si vous n'avez pas de meilleures opportunités sur le marché. Clairement, une entreprise ici qui n'est pas très intéressante selon moi. Et en termes de pricing power ici, on voit clairement qu'elle n'en a pas pour le moment. Ok, quand on regarde du Forvia ici, point de vue retour sur capitaux investis, je pense que vous remarquez que c'est clairement quelque chose qui baisse de plus en plus. On avait à peu près du 28% ici, et là on se retrouve à avoir à peu près du 10%. Et encore, il faut vérifier qu'est-ce qui est pris comme numérateur ici pour ce calcul. Parce que si on prend l'EBIT, l'EBIT n'est peut-être pas véridique parce que, comme je l'ai mentionné ici, elle capitalise une partie ici de la recherche et développement. Or, je ne pense pas que ce soit normal. Enfin, c'est normal, mais si on l'applique au niveau des bénéfices nets, des éléments du compte de résultat ici, et si on l'applique au niveau ici des dépenses opérationnelles, on aura tendance à avoir un EBIT ou bien un bénéfice on aura tendance ici à un bénéfice opérationnel moins élevé, ce qui va avoir tendance à réduire ce montant-ci. Bref, il faut reconstruire tous les rapports financiers de Forvia. Il faut jamais reconstruire ces chiffres-là. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez sur Forvia. Je vous ai donné mes éléments. Et à la fin de la journée, on est là pour discuter. En commentaire, laissez-moi savoir ici, ceux qui ont du Forvia, qu'est-ce que vous pensez ici par rapport à ce que j'ai mentionné sur la dépense en capital. Est-ce que vous pensez réellement qu'on a du 600 millions, on a du 1 milliard de free cash flow? En tout cas, pour ceux qui ont pris la peine de lire les rapports financiers ici. Moi, je pense qu'en termes de dépenses en termes de dépenses en capital ici, quand on voit un élément intangible revenir plusieurs fois, ça veut dire que c'est une véritable dépense en capital. C'est vraiment une dépense en capital ici. OK? Donc, ça ne vaut pas la peine de les séparer. C'est l'erreur qu'on va faire ici si on les sépare. Bref, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter, les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février, ainsi que les formations thématiques. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.